Bonjour à tous. Oui, sur les camps anti-impérialistes, pour commencer, c'était après la fin de l'URSS qu'on a vu que c'est pratiquement pas possible de continuer la lutte comme avant. Et le centre de gravité de lutte est devenu la lutte anti-impérialiste. Alors on a fondé cette organisation pour soutenir les luttes anti-impérialistes et pour 20 ans, c'était le centre de notre activité. Maintenant, ça a un peu changé parce qu'avec la crise de l'Europe, et l'Europe est devenue le centre de la crise mondiale économique, les possibilités de s'organiser contre l'oligarchie capitaliste en Europe sont devenues mieux. Alors, avec cette activité contre l'euro, il y a une nouvelle possibilité pour une vraie activité anticapitaliste en Europe, aussi chez nous. Ça, c'est seulement pour faire capir ce qu'on a fait et aussi ce qu'on est en train de développer. Je veux parler de deux choses. Non? La situation en Autriche, parce que je pense que ça, c'est pas très connu ici. Et comme seconde part, on peut peut-être parler un peu sur l'Allemagne, parce que c'est quand même important pour nous comme pour vous. Parce que, pour des raisons évidentes. Oui, pour nous, c'est fondamental. Oui, aussi pour nous, parce que il faut comprendre que, comme Autrichiens, on est de l'autre part de la ligne, parce qu'on fait part du bloc allemand et notre élite, notre bourgeoisie est profiteur de la situation. Et ça, c'est traduit politiquement. Évidemment. Non? Et il faut comprendre que toute notre activité se font avec dans cette réalité. Alors, il faut comprendre que l'Autriche était part du bloc Deutschmark dès la Seconde Guerre mondiale. Après Bretton Woods, il n'y avait jamais un changement de taux d'échange. Alors, on a eu la Deutschmark en réalité, et pour ça, l'euro, c'est pas le même changement que vous avez eu ou les Italiens ont eu, parce que le régime en Italie était toujours basé sur la dépréciation. Hein. Chez nous, pas. Alors, le changement, c'est pas tellement fort. Hein. Et quand même, l'Autriche a eu une structure industrielle indépendante pour des demi-siècles. Et avec l'accès à l'Union, il y a 20 ans, cette structure industrielle, plus ou moins indépendante, était détruite totalement. Et on a devenu un part de l'économie allemande. Toutes les entreprises sont devenues par des grandes entreprises allemandes, de l'industrie des voitures, tout ça. Et ça, c'était quand même un changement très, très grand. Et il y a 20 ans, les sentiments populaires étaient fortement contre l'Union. Et on a eu un référendum pour l'accès à l'Union. On a perdu ce référendum, mais quand même, c'était fort l'opposition. Et c'était une opposition populaire aussi pour défendre l'indépendance de l'Autriche. Pas seulement économique, mais aussi politique. Parce que l'histoire, quand même, on a eu une histoire spécifique et l'Autriche, la lutte contre le nazisme était aussi la lutte pour l'indépendance de la nation autrichienne. Et aussi, après une demi-siècle, c'était important, et ça reste important, la différenciation et l'opposition contre l'Allemagne. Ça reste un filet, un trait de la pensée autrichienne populaire.
ça c'est, je pense que ça reste important. J'ai dit ça hier, que l'Autriche, à différence avec l'Allemagne, reste plus, système politique reste plus sur un compromis de classe. En Allemagne, on a eu, il y a 10 ans, une attaque féroce contre les classes populaires. Et le centre était Schröder, la social-démocratie. Oui. Il a détruit d'une manière incroyable pas la classe ouvrière. Ils ont créé 2 marchés de travail. Les plus hauts vont bien, mais les classes basses ont vraiment vu une destruction du système social et aussi salarial. Et ça n'était pas le cas en Autriche. Ça, c'est important d'entendre, parce que il y a aussi l'austérité, il y a les attaques, comme Tapertus, et il y a la ligne néolibérale, mais quand même pas dans la manière comme en Allemagne. Alors, les différenciations entre les couches plus haut et plus bas du salariat, c'est pas tellement fort comme en Allemagne. Et ça, j'ai en parlé hier aussi, ça s'est traduit aussi que l'Allemagne a cet énorme surplus d'exportation. Et on peut le comprendre aussi comme salaire pas payé. C'est ça. Il y a beaucoup de possibles interprétations. Chez nous, on a un bilan équilibré. Et ça, c'est aussi parce qu'il y a ces compromis de classe. Pour ça, j'ai parlé avec quelques camarades hier et aussi aujourd'hui. On a vu récemment une tendance conservatrice en face de la crise européenne. Parce que les gens voient ce que se passe en Grèce et en Italie, en Espagne, et ils voient que la destruction totale du système social, le chômage, tout ça. Et maintenant, ils disent, attention, on reste comme on est, on ne veut pas changer le système politique. On veut préserver ce que est là. Un peu, ça existe aussi en Allemagne. Mais chez nous, c'est très fort, ces sentiments. Ça veut dire, on cherche de ne pas voir ce que va venir et de laisser les choses comme elles sont. Pour ça, c'est les sentiments contre l'euro, contre l'Union est là. Mais la possibilité de l'action politique, c'est pas très grand. Et, il y a mais c'est pas le paradis, non, c'est pas comme ça. Et il faut aussi entendre qu'il y a un problème spécifique. L'Autriche et les banques autrichiennes sont extrêmement exposées à l'Est. Plus que l'Allemagne, plus que tous les autres pays. À l'Est? Oui, en Roumanie, en Ukraine, en Hongrie, en République tchèque, en Russie, par exemple, l'échange avec la Russie est le plus haut de toute l'Europe. Alors, et ça crée une tendance à la crise très forte. Et on a eu une banqueroute des banques, et ça a créé une situation politique, parce que il y a l'austérité, mais en même temps, on donne des sommes énormes aux banques pour couvrir. Vous connaissez ça?
le bail-out pour sauver les banques? Oui, pour sauver les banques, oui. Et ça, c'est créer une situation où les gens ont dit comment ça c'est possible de donner tout l'argent aux banques, mais les gens veulent manger. Pourquoi détruire le système social quand les banques prennent tout cet argent? Et cette exposition des banques, ça reste, et la crise en Ukraine, en Hongrie, est tellement fort que les éléments de crise pour les banques remanent en place. Et ça reste en place. Alors, il y a une situation quand même dangereuse pour les banques. En général, vous pouvez comprendre qu'il y a une opposition subcutane contre l'euro, contre subcutane, oui. Sous-jacent, Oui. épidermique. Mais c'est pas manifeste et c'est pas possible de créer des organisations combattantes. C'est très difficile et seule la droite a la capacité de jouer avec ses sentiments. Parce que la droite, c'est le FPÖ, c'est le parti de Haider, maintenant c'est Strache. Ils ne sont pas pour le sortir de l'euro. Ils ne prennent pas une position forte. Mais ils jouent avec ça. Et ça prend l'opposition, ça a la capacité à un peu avoir des contacts avec les classes populaires, mais c'est pas comme nous on pense de faire la lutte. Et je vais finir ce part sur l'Autriche. Pour nous, c'est très important dans ces comités, et j'ai dit ça hier aussi, que l'ennemi central, c'est le centre, c'est les partis socialistes et c'est les partis conservateurs qui ont fait tout ce politique-là depuis des demi-siècles, qui sont responsables pour la destruction, qui sont les partis néolibéraux, et l'FPE, la droite, et la réaction populaire, réactionnaire, contre ça. Et c'est pas correct de définir les FPE, la droite, comme ennemi central. C'est ennemi, mais il faut se battre contre le centre néolibéral. Et avec ça, on battrait aussi la droite. C'est la gauche, aussi la gauche radicale, ne peut pas comprendre ça. Parce que vous connaissez bien ce mécanisme quand la droite se prononce contre l'euro. Ah, il faut soutenir l'euro parce que la droite est blablabla. Vous connaissez bien. Et il faut aussi entendre que ces sentiments dans les classes cultivées, les classes éduquées, de soutenir l'Union contre la droite, contre le nationalisme, contre le fascisme, reste très fort. Et c'est toujours l'idée qu'avec l'opposition au centre, la droite va avancer. Et on est contre ça, on dit, on lutte contre cette idée-là, mais quand même, on est très isolé et on sait aussi quand une professeure ou une intellectuelle qui a des positions sur l'université se prononce contre l'Union, il va rester professeur. Il ne va rester professeur. C'est vraiment une exclusion. Ils ne vont pas rester. C'est important à entendre. C'est plus dur que dans les autres pays. Parce que vraiment, il y a une exclusion
totale de cette position. Et j'ai dit hier, il y a deux tabous pas touchables en Autriche. C'est Israël, la critique à Israël, et sortir de l'Union et de l'euro. On ne peut pas dire ça, c'est interdit. Et ça reste comme ça. J'ai pas compris. Si un professeur se positionne contre l'UE, qu'est-ce qui se passe? Et il ne peut pas continuer à exercer. Merci. Ah. C'est ce que je voulais être Oui, sûre d'avoir et compris. Merci. Cette position contre l'Union, ce n'est pas accepté dans le système. Ça veut dire que pas de position publique est possible avec ces positions. Parce qu'en Italie, en France, même en Allemagne, c'est plus possible. Non, en Allemagne, non. Mais dans des autres pays, c'est plus possible de défendre cette position publiquement. Mais chez nous, c'est pas possible. Non, en France, il reste maître de conférence, il passe pas professeur. En France, c'est pareil. Hein. Et enfin, on va le laisser continuer. Oui, ok, c'est un peu la situation en Autriche. Peut-être je veux toucher un peu la situation en Allemagne, parce que quand même c'est différent. Et on peut parler beaucoup sur ça, mais moi, mon thèse centrale est que l'Union européenne et l'euro étaient un moyen pour produire un super État européen, comme une unification des classes dominantes contre les classes populaires. Et c'était aussi l'idée des élites françaises pour contrôler l'Allemagne. Et dès lors, Alexandre Kojève était là, et dès lors, tout ça, il voulait contrôler l'Allemagne. Et en Allemagne, cette idée dans les élites n'était pas tellement forte. Ils ne voulaient pas l'euro. Il y avait cette situation. Enfin, ils se sont jetés dans ce projet-là. Et maintenant, on voit que cette unification des classes dominantes n'est pas possible. Parce que la construction ne fonctionne pas. La seule chose qui peut fonctionner de manière capitaliste et impérialiste serait un vrai État européen. Mais on voit, et c'est mieux, c'est pas possible, politiquement c'est pas possible. Alors, ils sont dans la merde. Parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de mécanisme de rééquilibrage entre les économies diverses et un taux de croissance, de productivité totalement divers. Alors, ils ne savent pas ce que faire pour le moment. Mais en Allemagne, les élites ont pris ce projet, ils défendent ce projet, et les conséquences du fin du projet sont tellement fortes, incroyablement fortes, qu'il n'y a pas d'idée dans l'élite de laisser l'euro. Ils vont le défendre jusqu'au fin. Jusqu'au fin. Ça, c'est important pour de comprendre. Et l'idée est, parce que l'Empire, non? Je pense que les classes dominantes allemandes n'ont pas l'idée de l'Empire. Parce que si tu as l'idée de l'Empire, il faut aussi prendre responsabilité. Donc, quand tu veux dominer, tu dois donner aussi quelque chose. Mais l'idée centrale est qu'on ne va pas payer pour les autres. On en profite, mais on ne va pas payer. On ne va pas garantir la dette. Et comme ça, ce n'est pas possible de créer un État. Parce que garantir la dette, c'est aussi une mesure statale de rééquilibrage. Non? Étatique, oui. Alors, ils sont devenus les dominateurs de l'Europe sans la capacité, la volonté de le faire. Alors, c'est vraiment une difficile situation. Et il y a cette opposition des classes moyennes. Ce n'est pas une opposition populaire aussi, mais des classes moyennes, ça s'exprime dans l'alternative pour l'Allemagne. Je ne pense pas que ça est une partie des élites. Parce que les élites, vraies élites, sont
savent que l'euro est positif pour eux. Non? Ils le défendent. Mais ces classes moyennes, l'idée centrale est qu'ils ne voient pas que les capitalistes profitent de l'euro. Ils voient seulement qu'il faut payer pour les autres. C'est une position en réalité primitive, hein, parce qu'ils voient seulement la dette, l'austérité, ils sont à faveur de l'austérité, parce que les autres mangent trop, non, et ne travaillent pas. Comme ça fonctionne comme ça. Et ça n'a pas une perspective politique. Hein. Mais en même temps, on voit aussi qu'un tiers de l'électorat de l'alternative pour Allemagne a voté pour la gauche avant. Alors, c'est pas la direction de ce parti est classe moyenne, conservateur, néolibéral, hayekien, si on veut, un peu. Hein? Mais un part de l'électorat vient aussi de la gauche. Et parce que la gauche officielle n'est pas capable, n'a pas la volonté de lutter contre l'euro. Ils font part du système. Ici, c'est la même tendance qu'en France, en Italie, en Autriche, qu'un part de la droite a la capacité et la volonté de jouer dans une manière chauviniste avec l'opposition populaire contre l'euro. Et c'est une très grande erreur de la gauche officielle et aussi la gauche radicale, de ne pas se jeter dans le projet contre l'euro. Parce que c'est pas, on cherche toujours, et on parle aussi publiquement de ça, c'est l'euro, mais c'est un régime d'euro, c'est tout un système de régime, d'austérité et tout ça qui est derrière ce projet, et il faut se battre contre ça. Eux, ils parlent toujours de l'Europe sociale. Ça, c'est l'idée. Ils continuent de parler de ça, et c'est complètement fou, c'est en dehors de la réalité, mais ils vont continuer avec ça. Alors, j'ai fini. Moi, je pense personnellement que je ne sais pas les horaires, mais je ne pense pas que le système euro, le régime euro, peut continuer. Je pense que les classes populaires ont la capacité de détruire ce système. Et dans quelques années, ça va éclater. Et ça donne de grandes chances pour nous, plus en sud, plus dans la périphérie qu'au centre, mais aussi pour le système allemand. Ça sera une défaite totale de demi-siècle de construction d'un système de domination qui va éclater. Et ça, bien sûr, il y a aussi la droite. Non, ce n'est pas seulement la gauche, les forces anticapitalistes qui sont là, mais quand même la déstabilisation après une défaite de telle ampleur nous donne une belle chance.